Merci Marc-Oliver. Ma thèse, elle porte sur la cybersécurité en réalité virtuelle et plus particulièrement améliorer le processus de détection d'intrusion, d'investigation et de décision via l'utilisation de techniques de visualisation 3D immersive. Donc c'est un peu long, mais l'objectif, c'est de proposer de nouveaux moyens d'aide à la gestion d'intrusion basés sur la détection de signaux qu'on appelle faibles. Donc je vais commencer par définir ce que c'est un signal faible. Et je me suis inspiré d'une définition de la criminalité en général, puisque pour l'instant en cyber, je n'ai pas trouvé de définition de signaux faibles. Et un signal faible, c'est un avertissement qui va être diffus et pour lequel les indicateurs isolés vont avoir peu de valeur. C'est corréler plusieurs indicateurs qui permettent de déterminer s'il y a un crime. Et dans notre cas, ça va être un cybercrime. Plus spécifiquement, en cyber, l'exemple d'un de ces indicateurs, va être la périodicité au sein du réseau, donc l'apparition ou la disparition d'événements périodiques. Cependant, cette périodicité, elle va être difficile à détecter parce qu'elle va être noyée dans le bruit du réseau. Et donc, en fait, ça va être encore à l'analyste de faire cette corrélation en répondant généralement à des alertes qui vont souvent être levées par des IDS. Pour ça, ils doivent gérer une grande quantité de données qui vont venir de capteurs différents. Et ils n'ont pas forcément les outils adaptés pour les afficher. Ici, on voit Splunk, donc avec des visualisations très basiques, et sinon après un système sous forme tabulaire. Et du coup, ces visualisations sont assez peu utilisées par les analystes, mais plutôt par les managers. Donc, on s'est dit que l'immersion analytics pouvait aider les personnes à pouvoir gérer ces données, à mieux se retrouver dans leur dataset. Donc, l'immersion analytics, c'est l'étude des nouvelles technologies d'interaction et d'affichage. Donc, par exemple, la réalité virtuelle, mais ça peut être aussi la réalité augmentée, pour aider à la création d'un raisonnement analytique. Ça a un avantage, comme vous le voyez ici, d'offrir tout simplement déjà une troisième dimension facilement interactible. On peut aussi collaborer assez facilement en réalité virtuelle, surtout quand on est maintenant que les SOC sont dispersés, ils peuvent être dispersés à travers le monde, on retrouve tout le monde dans la même pièce. Et ensuite, ça offre tout un environnement de réflexion. Et les recherches actuelles tentent à montrer qu'on a un meilleur raisonnement complexe dans un environnement 3D qu'en 2D. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit de comment utiliser l'immersive analytics pour la cybersécurité et donc en particulier quelle représentation choisir pour quel type de problème. Donc en particulier, donc là au sein de ma thèse, c'est celui des signaux faibles. Donc on va essayer de mettre en valeur les motifs périodiques qui vont apparaître et aussi en fonction des données, puisque le type de données et l'agencement des données va conditionner la représentation qu'on va utiliser. C'est pour ça que je me suis intéressé à différents types de données qu'on va retrouver en cybersécurité et donc j'ai réalisé des prototypes en fonction de ces données-là. Donc le premier type de données auquel je me suis intéressé, c'est des données qui sont assez répandues, c'est les données temporelles multivariées. Donc ça peut être vu comme des capteurs qui vont varier au cours du temps. Ensuite, le deuxième, c'est forcément les réseaux. Et le troisième, c'est les données non structurées. Donc ça peut être n'importe quel type de données qui peuvent être en sortie, par exemple, d'algorithmes de réduction de dimensions. Donc, on va commencer par les données temporelles multivariées. Et donc, généralement, en 2D, ce qu'on essaye de faire quand on veut mettre en valeur des motifs périodiques au sein des données temporelles multivariées, c'est qu'on utilise des spirales. Donc, l'idée, c'est de tordre sous forme de spirale l'axe du temps. Et ce que vous voyez ici, c'est que la couleur de la spirale va dépendre de la valeur du capteur à ce moment-là. Et en fait, en faisant varier la période de la spirale, c'est-à-dire en fait le temps entre deux points d'un même rayon, on peut faire apparaître donc des motifs qui auront comme période la période de la spirale à ce moment-là. Et surtout, on peut faire apparaître des ruptures de ces motifs, donc quelque chose qui pourrait être considéré comme des anomalies. Et à partir de là, on peut déterminer s'il y a quelque chose de problématique ou pas. Le problème de cette représentation, c'est que c'est difficile de comparer deux spirales l'une à l'autre. En plus de ça, dans l'article qui a été proposé, c'est difficile de faire des liens avec le monde réel, puisqu'en 2D, quand on a une représentation qui prend déjà tout l'espace, c'est difficile ensuite de faire des liens, par exemple, pour savoir où se trouve le capteur dans l'usine. C'est une représentation qui prend beaucoup de place sur un écran, donc déjà que la place est limitée sur les écrans des opérateurs, ça peut être problématique. Et ensuite, un autre problème, c'est que pour afficher les alertes sur ce type de représentation, on va les afficher en couleur rouge au-dessus de la spirale. Et donc en fait, ça veut dire qu'on va perdre de l'information le temps que l'alerte s'affiche. Donc pour pallier à ça, je me suis intéressé aux représentations hélicoïdales. Donc je vous parlerai un peu plus tard du prototype que j'ai fait, mais leur intérêt, c'est de aussi mettre en valeur les motifs périodiques, tout en laissant de la place pour corréler ces informations avec d'autres types de données. Donc ici, vous voyez un exemple avec des données géographiques où on peut représenter les capteurs là au-dessus des régions d'un pays. Et ces représentations hélicoïdales,
elles ont déjà été comparées à des représentations 2D, mais dans le cadre de détection de signaux périodiques pour des signaux radars. Donc, pas exactement la même chose que pour la cybersécurité. C'est pour ça que j'ai fait une expérience qui va être un peu plus proche des use cases de la cyber. Donc, en 3D, l'hélice, elle va ressembler à ça. Donc, c'est la même idée. On va essayer de modifier la période pour faire apparaître des motifs périodiques. Mais l'avantage, c'est que comme on aura tout le reste de l'espace, on peut afficher, donc là, par exemple, très simplement, les alertes sur le côté, plutôt que de devoir cacher de l'information. L'expérience que j'ai menée avec ça, c'était de comparer 3D et 2D sur une tâche de traitement d'alerte. Donc, ça veut dire qu'il y avait sur un jeu de données de capteurs, il y avait un algorithme qui allait lever des alertes et les utilisateurs allaient devoir classifier ces alertes en fonction de s'ils détectaient ou pas des modifications de la périodicité. Pour l'instant, je suis juste au résultat préliminaire puisque j'ai fait passer 16 participants. Donc, statistiquement, ce n'est pas encore tout à fait suffisant pour avoir des résultats solides, mais on a quand même les premières trends. Donc, le premier résultat, c'est que les hélices, elles vont être un peu moins efficaces que les spirales pour détecter un motif périodique, tout simplement s'il n'y a pas d'alerte. Donc, c'est-à-dire que le législateur, il est détecté avec autant de réussite, mais ils ont un temps de complétion un peu plus élevé en 3D qu'en 2D. Par contre, en 3D, donc, les hélices sont plus efficaces pour corréler alerte et motifs périodiques. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours le même pourcentage de réussite, mais cette fois-ci, ils vont aller plus vite pour classifier une alerte en vrai ou en faux positif. Et ensuite, pour ce qui est des données qualitatives chez les participants, c'est que les utilisateurs ils vont faire moins d'efforts en 3D, ce que j'ai trouvé plutôt surprenant, puisque ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient spécialisés en réalité virtuelle, et ils sont aussi plus confiants. Donc, j'ai continué à analyser les résultats, et surtout, j'ai essayé de trouver une corrélation entre expérience en réalité virtuelle et performance, puisque là, je compare 2D et 3D, mais globalement, tout le monde ici a l'habitude d'utiliser une interface clavier-souris, et les gens qui ont passé cette expérience aussi. Par contre, il y avait beaucoup qui ne savaient pas utiliser un casque de réalité virtuelle. Donc, qu'on trouve des temps de complétion moindres, alors qu'on est des gens qui sont complètement novices en réalité virtuelle, c'est déjà un résultat qui est plutôt encourageant, surtout s'ils trouvent qu'ils font moins d'efforts en réalité virtuelle. Donc ça, c'était pour la première expérience que j'ai menée sur les données temporelles multivariées. Et du coup, ensuite, je suis en train de m'intéresser à comment représenter les réseaux au cours du temps pour faire apparaître, toujours une fois, des motifs périodiques, mais pas que. Donc généralement, pour représenter des réseaux, ce qu'on utilise, ça va être des graphes. Et le problème des graphes, c'est qu'ils ne permettent pas une exploration temporelle facile. Les graphes, leur avantage, c'est de pouvoir trouver des communautés qui se ressemblent et de pouvoir lier des individus entre eux. Par contre, pour les afficher au cours du temps, ce qui est généralement fait, c'est que soit on les anime, soit on va faire des small multiples, donc un graphe toutes les 10 secondes. Et ça va demander un effort parce que c'est une tâche de mémoire pour l'opérateur. Donc, j'ai trouvé une autre représentation qui s'appelle la matrice 3D de corrélation. Donc, en fait, il faut imaginer que chaque matrice 2D représente le réseau à un instant T, avec d'un côté les ordinateurs qui envoient des données et de l'autre côté ceux qui reçoivent les données. Et donc la case entre les deux va représenter le nombre de données envoyées, communiquées entre les deux ordinateurs. Et en fait, après, on va les empiler sur la troisième dimension pour représenter le réseau au cours du temps. Donc c'est une représentation qui permet d'avoir le temps en un coup d'œil. Par contre, c'est une représentation qui va nécessiter des interactions pour être utilisable. Parce que en ce moment, ça ressemble à ça, donc ce que vous voyez. Et c'est plutôt compliqué, quoi. Tout simplement parce qu'il y a énormément de données et donc il faut des interactions pour pouvoir utiliser cette représentation efficacement. Et c'est ce que je vais essayer de proposer. Donc c'est à la fois des interactions avec les mains ou manuellement, mais aussi avec ce que j'appelle la multimodalité, c'est donc utiliser aussi les autres sens. Donc typiquement utiliser des commandes vocales pour filtrer. Par exemple, juste demander à l'ordinateur les logs entre midi et 13h, et aussi pouvoir avoir le son comme entrée, donc essayer de sonifier les données, c'est-à-dire représenter les données en plus par le son. Donc pour ça, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que c'est un prototype de représentation de données de réseau du SWAT, donc sur une usine de traitement d'eau qui reçoit plusieurs attaques. Et j'ai déjà commencé à tester la sonification des données. Donc pour l'instant, juste avec le son, on peut se rendre compte qu'il y a des motifs périodiques qui apparaissent et qui se rompent, mais je ne suis pas encore sûr de pouvoir vous dire que ça va être encore plus efficace que sans. Et du coup, l'expérience que j'envisage, ça va être de comparer évidemment cette première représentation avec des solutions 2D qui existent, et ensuite de comparer les différentes interactions entre elles avec cette représentation 3D pour savoir laquelle est la plus efficace. Donc c'était pour les réseaux, et maintenant donc les données non structurées.
Les données non structurées, elles sont utilisées en cyber par, on va dire, 2 personnes. Donc déjà, certains analystes, puisque quand on fait des analyses comportementales et qu'on cherche à identifier des outliers dans des comportements, souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est ensuite avoir une représentation avec un algorithme de réduction de dimensions. Ensuite, on va les représenter. Et dans les personnes que j'avais interviewées, il y en a déjà des personnes qui faisaient des nuages de points 3D. Donc c'est pour ça, c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à ce genre de représentation. Et en plus de ça, ce type de nuage de points, c'est aussi utilisé en machine learning pour représenter les sorties des algorithmes et pour représenter les différentes classes qui sont dedans. Et le problème, par contre, de ce type de représentation, c'est les interactions, encore une fois. Au clavier souris, c'est quand même pas pratique d'interagir avec une représentation 3D. Et encore moins ensuite de sélectionner les différents points. Par exemple, sélectionner celui qui est tout en haut à gauche ou quelque chose comme ça. Au clavier souris, ça peut être un peu compliqué. Donc, je me pose la question de comment interagir avec cette représentation et surtout comment intégrer cette représentation dans un workflow classique, donc clavier-souris. Par exemple, on va dire un data analyst qui va avoir sa sortie du machine learning, est-ce qu'il pourrait interagir avec en 3D et tout de suite après retourner dans son environnement Python. Donc, ne pas avoir de rupture entre la représentation 3D et le workflow. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à des participants de réaliser des tâches simples. Ce sera des non-experts. Et les tâches que quand j'appelle simples, ça va être par exemple quel groupe est le plus gros ou quelle est la personne qui a le moins de connexion ce jour-là. Et ensuite, je vais tester plusieurs moyens de visualisation et d'interaction. Donc, ce que j'entends par là, c'est que je vais faire un tableau à double entrée, donc avec par exemple l'affichage classique, donc écran souris, quelque chose d'un peu plus immersif, avec par exemple interagir avec la visualisation avec les mains et avec un écran donc 2D auto-stéroscopique, et ensuite complètement immersif, donc avec un casque et avec les manettes de réalité virtuelle. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si, par exemple, avec un écran juste 2D classique et des manettes, est-ce que ça pourrait déjà pas être suffisamment performant pour pouvoir se passer du casque de réalité virtuelle. Puisque là, du coup, si on peut juste demander aux analystes ou aux data analystes d'utiliser juste des manettes plutôt qu'un casque, ça leur ferait gagner beaucoup de temps et ce ne serait pas une tâche qui serait très compliquée. Du coup, on pourrait augmenter l'acceptabilité des représentations 3D. Donc, ce que j'imagine comme données recueillies là-dedans, ce serait déjà des résultats quantitatifs, donc comparaison d'efficacité dans les tâches, donc de sélection, de repérage, donc à la fois en pourcentage de réussite et en temps, et ensuite recueillir les avis des experts. Donc, c'est-à-dire là, j'aurai 2 cibles, c'est les analystes dans les centres d'opération cyber et les data scientists qui font de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Et donc, pour conclure, j'ai étudié trois organisations de données qui sont présentes en cybersécurité et j'ai essayé de trouver des façons de les représenter dans un environnement virtuel pour être plus efficace que des représentations 2D. Et donc, j'en suis à différents stades pour chaque type de données. Donc, pour ce qui est des plus premiers types, les données temporelles multivariées, l'expérience est en cours et elle devrait être finie dans le mois prochain. Pour les réseaux, le premier prototype, je suis en train de l'améliorer et je vais continuer à l'améliorer pendant l'été. Et enfin, pour les données non structurées, là, pour l'instant, je suis encore seulement à une idée du protocole expérimental. Et surtout, tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est dans la phase de conception puis d'évaluation, c'est d'avoir l'avis d'experts pour pouvoir en fait améliorer le prototype et donner les interactions qui les intéressent eux, plutôt que celles que moi, je pense qui les intéressaient. Donc comme ça permet d'avoir un prototype beaucoup plus utilisable et beaucoup plus acceptable rapidement. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Nicolas. Donc moi, je vais commencer avec une question. Et c'est comme avec Avalé, c'est pas une question qui est super nice dans le sens qu'elle est facile à répondre. Donc, quels sont les edge cases pour la visualisation que tu regardes? Et la raison pourquoi je demande ça, c'est si ça marche aussi dans la direction de la transférabilité des résultats, parce que si tu regardes des non-edge cases, ça pourrait être que tu fais une belle expérimentation, mais à la fin, ça ne dit rien si j'ai fait un autre cas d'usage. Tu pourrais te définir edge cases, s'il te plaît? Ce sont les cas d'usage qui sont à l'edge de ta visualisation, donc là où il est très compliqué de visualiser. Donc, pas le cas d'usage moyenne, mais celui qui est l'extrême pour qu'on peut extrapoler ça à des autres cas d'usage.
Donc, pour poser la question différemment, quelle est la difficulté dans cette visualisation? Donc, dire un peu les des données sont difficiles. visualisations finalement, c'est ça? Ouais, d'accord. Alors pour étudier ça, en fait, ce que j'ai fait dans la phase d'expérience, c'est que je leur demande de classifier plusieurs alertes. Et elles vont être de plus en plus dures jusqu'à ce qu'ils. Enfin, le but c'est qu'ils n'y arrivent plus au bout d'un moment. Et ça montre que les limitations de ces visualisations, si j'ai bien compris ta question, c'est ça. Et pour revenir à la générabilité, ça va être sur le type de données. Donc, c'est des visualisations qui sont assez génériques. Donc, elles peuvent être sur toutes les données temporelles multivariées, pas seulement celles de la cyber, elles peuvent être utilisées quand on cherche un événement périodique dedans. Mais pour d'autres cas, par exemple, si on cherche juste des pics ou quelque chose comme ça, c'est pas ce genre de visualisation que je recommanderais d'utiliser. Si j'ai... À discuter plus avec toi, mais Okay. parce que ce que j'ai un peu dans la tête, c'est ce que dans la phase où nous sommes maintenant, il serait intéressant de dire, OK, on a un dataset et ça, c'est très difficile ou impossible de gérer dans le 2D. Et c'est pourquoi le 3D apporte vraiment quelque chose. Et ça, pour moi, ça serait un edge case. Et ça pourrait être la fréquence des choses qui n'est pas visible dans le 2D ou choses comme ça. Parce que si nous avons ça, ça apporte un peu quelque chose de dur aussi pour la communauté cybersécurité. Parce que ça veut dire, OK, on a vraiment trouvé quelque chose maintenant, et idéalement, c'est une vraie attaque comme le Stuxnet ou quelque chose d'autre, où le 3D apporte quelque chose que le 2D apporte pas. Donc, ça peut être l'efficacité, mais ça peut aussi être la faisabilité. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est vrai que là, comme ça, j'étais plutôt parti sur une complémentarité. Où dans l'idée, c'est par exemple avec la troisième représentation, les données non structurées, on peut partir d'une représentation 2D et essayer de voir si on ne trouve pas d'autres choses en 3D et être plus efficace dessus. Pareil pour le réseau. Mais ce que je pense, c'est que par exemple, en 2D, la représentation du milieu, donc la représentation de matrice sous forme de matrice des réseaux, elle est infaisable. Et c'est impossible d'interagir avec facilement avec un clavier souris. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des autres questions? J'ai une question. Un micro. Il ne marche pas, lui. Ah, celui-là, il doit marcher. Moi, j'aime beaucoup le sujet, en fait. Et c'est très bien structuré, enfin, c'est bien organisé, données structurelles, réseau, données non structurées. Et ce que j'ai compris, en fait, de la problématique principale, c'est comment naviguer, en fait, entre la 2D et la 3D pour mieux, en fait, exploiter les données et plus rapidement. Alors, j'aime beaucoup ce que tu as fait en passant de la 2D à la 3D. On va trouver une troisième dimension pour le premier type de données, donc avec la spirale. Donc, en augmentant les fréquences, tu vois en fait les points qui se regroupent. C'est facile, en fait, c'est ludique. Et ce serait peut-être une suggestion, mais pour interagir avec, tu peux utiliser ta main. Il y a cet outil-là dont j'ai oublié le nom. Tu le branches en fait à ton écran, un peu comme une caméra, et puis tu fais Le Leap Motion. Voilà. C'est justement quand il y avait un tableau dans ma dernière partie où j'essayais plusieurs interactions. Voilà, il va en faire partie, tout à fait. Leap Motion, je pense que le Leap Motion, utiliser le Leap Motion avec ce type de données-là pour interagir avec, ce serait vraiment top. Si tu arrives à le démontrer, ce serait facilement démontrable. Tu n'aurais pas besoin de discours à peine, hein, vraiment. Ouais. Et juste une démo, et ça rentre dans le sujet, en fait. Pour le deuxième type de données, franchement, j'ai l'impression que tu ramènes plus de complexité qu'autre chose, en fait, en faisant ça. En fait, quand tu présentes en théorie, découpé en matrice, ramené en fait au-dedans, c'est bien, mais on voit qu'on passe en fait au réel. La pratique, ça devient plus infect en fait que. Oui. Alors c'est vrai que cette image ne vend pas trop la matrice, mais c'était surtout pour vendre le fait qu'il faut des interactions, parce qu'une fois qu'on a quand même trié un peu ce qu'on voulait, en fait, on arrive quand même à voir quelque chose. C'était justement pour dire sans interaction, c'est pas utilisable.
mais sur une matrice un peu plus petite comme ici, finalement, en la tournant, etc., on n'a pas trop d'occlusion, on n'est pas trop gêné. Mais c'est mon avis et pour l'instant, je n'ai pas fait d'expérience pour le prouver. Donc, Moi, c'est chaud. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus complexe que la base. plus complexe ou moins. C'est peut-être. C'est moins intuitif, je pense. Mais étant donné qu'on pense sur des experts qui vont utiliser ce genre d'orientation assez longtemps, je pense que représenter plus de complexité, ce n'est pas forcément un désavantage. Par rapport au cas qu'on a cité avant, donc avec l'accordéon, tu vois bien que le premier cas, tu peux être non initié et tu comprends bien ce qui se passe. Et là, il faut être expert pour. Bref, on dévie un peu, à mon sens, par rapport à l'idée de base. Pour la troisième type de données, je pense que justement, l'idée de base, là, c'est pas une mauvaise idée de base, en fait. En tout cas, quand tu représentes en 3D, comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais justement, pour rejoindre la problématique, je pense que en fait, l'idée, quand on a ce type de vue-là, c'est d'essayer de deviner en fait les corrélations entre les différents jets de données. Le genre rouge, vert, bleu, noir. Et donc, pour répondre facilement à ça, donc toujours dans l'idée du voyage entre le 2D et le 3D, voyager facilement entre les deux, tu pourrais juste utiliser des projections. Ouais. Tu choisis des plans et tu projettes en fait des données. Maintenant, peut-être que le challenge pour toi, du coup, ce serait de faire facilement en fait le voyage entre les deux. Donc, avec tes outils, donc, que ce soit le casque, soit le lip, soit, je sais pas, tu choisis un plan et tu projettes, tu passes du 3D du coup à la 2D. Alors, ouais, c'est une super idée. Je suis d'accord. Mais là, du coup, c'est plutôt moi qui ai une question. C'est dans ces projections-là, du coup, tu retournes sur un peu de la 2D, mais comment tu fais pour corréler les 3 dimensions de ton jeu de données sur une projection 2D? Là, tu as déjà une corrélation sur les 3, les 4 même. Ouais. Projection, par définition, c'est tu discrimines. Donc, tu choisis en fait les informations qui t'intéressent et tu choisis. Là, par exemple, si je te le fais, si tu veux une corrélation entre les données, rouges et les données bleues, tu vas choisir un plan qui inclut les deux. D'accord. Et si tu veux une corrélation entre les données bleues et les données vertes, tu vas choisir un plan qui vraiment inclut les deux. Donc, en fait, c'est le plan qui est. Je ne peux pas le montrer comme ça avec mes mains. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, est-ce que tu trouverais pertinent, par exemple, d'avoir un plan de coupe que quelqu'un il va poser entre bleu et vert pour justement choisir cette. C'est de ça que je Ah, parle. c'est exactement ça ce que tu veux dire. C'est de ça que je parle. Ok, oui. ouais, d'accord. Si je veux une corrélation entre les données bleues et les données rouges, je vais choisir un plan de coupe un peu comme dans du fromage. Oui, ça, oui. Par exemple, quelqu'un qui ramène un couteau et ça lui donnerait la projection. Ok, d'accord, ouais. D'accord. Ouais. Peut-être maintenant à toi de Mais- voir comment on peut le faire de manière intuitive avec. Ouais, mais ça va être exhaustif en tout cas. Il y aura plusieurs cas à traiter. bien sûr. Ouais, mais enfin, les plans de coupe en 3D, c'est déjà quelque chose qui existe dans d'autres, pas pour la visualisation de données comme ça, mais pour d'autres types de visualisation. Et c'est vrai que j'avais pas pensé de cette façon, mais ouais, ça peut être super intéressant. Tu pourrais essayer de jouer comme ça pour passer justement de manière intuitive, de passer facilement de la 3D, je sais pas, avec un clic, avec un mouvement de main. Tu vois. Ouais, Ouais, super. Et du coup, dans la même idée que ton premier jeu de données, donc temporel, c'est facile. Du coup, pour celui du milieu, Plus de doutes déjà. D'accord. Ouais, d'accord, super. Bah, merci beaucoup pour les retours et pour l'idée, du coup. non, là, c'est. Aussi pour toi, Marco, si tu vois dans Airbus des datasets qui pourraient être intéressants pour cette visualisation, c'est super. Si tu juste dis aux gens. Comme ça, moi, je dirais des données de SOC pourraient venir justement enrichir le SOC. C'est pour ça que je pensais au LIP, que c'est le passage justement à l'usage industriel serait de moindre frais. Ouais. Donc, tu as ton LIP, je ne sais pas combien ça coûte, 300, 400 euros, quelque chose comme ça. Un peu moins maintenant, je pense, mais c'est l'ordre d'idée, ouais, c'est plusieurs centaines d'euros. Ouais. Comme ça, tu le branches en USB. Et maintenant, il faudrait le soft qui va derrière pour améliorer le truc. Là, tu parlais des données en comparant avec les données sur Splunk. On pourrait imaginer que ce serait une amélioration de Splunk. Ouais. Tu vois, une feature dans Splunk. Et Ouais. là, tu es Complètement. typiquement dans l'application industrielle. C'est Ouais. top. Super. Super, merci beaucoup.
Nous avons une autre question, Max. Sinon, on passe par Anthony qui est à la distance. Juste, désolé Marc, mais ça sera très rapide, je pense. Sur le truc du graphe, là, Pas de souci. il a été dit tout à l'heure dans la représentation dans les couches 3D, à un moment, il a été dit de faire des couches de faire en fait des projections par couche. Et finalement, côté des graphes, là, dans la représentation des graphes, est-ce que ça a été envisagé de faire d'utiliser la 3D pour représenter les niveaux d'abstraction à laquelle on peut modéliser les relations entre nœuds du graphe? Alors là, de tête, comme ça, je dirais que non. Parce que, en fait, Mais Parce qu'en fait, il y a eu, soit on représente le temps sur la troisième dimension, ce que j'ai un peu l'impression qui a été choisi, soit en fait, parce qu'un grand graphe reste un grand graphe. Parce que j'ai remarqué, en fait, il y a quand même un truc, c'est que dans la première image, on voit un graphe, mais genre, il est immense et ultra complexe. Et en fait, finalement, est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez demandé si faire des projections sur différents niveaux d'abstraction serait utile ou pas? quand tu parles de degré d'abstraction, ça serait. En fait, on fait un graphe quotient. Globalement, d'un point de vue juste algorithmique, tu fais le graphe quotient, tu t'extrais les composantes, par exemple, fortement connexes, et tu les abstrais, ce genre de choses, quoi. Alors, du coup, non. Enfin, moi, je ne l'avais pas du tout envisagé. Et ça me dit rien dans ce que j'ai regardé. Mais je peux regarder quand même avec maintenant. C'est des l'outil critères de graphe quotient. simplification, en fait. C'est des critères de simplification. Ok. D'accord. Mais ce que tu envisagerais, du coup, ce serait un graphe en 3D ou genre avec plusieurs degrés d'abstraction, ou ce serait quand même utiliser la matrice cubique? C'est ça que j'ai du mal à comprendre dans ce que tu proposes. Alors, je disais juste que la troisième dimension, enfin, le graphe, c'est en 2D, et d'utiliser la troisième dimension pour faire des. Parce que moi, ce que je comprends dans la vision hélicoïdale, là, en 3D de la fameuse spirale, c'est que ça permettait de bouger autour, d'avoir des projections différentes et de permettre de faire des mises en perspective différentes de la même information. Et finalement, si on veut reprendre un peu le même principe, l'idée, c'est qu'avec différents niveaux d'abstraction et que la personne puisse se déplacer, c'est la même information, mais avec différents niveaux d'abstraction ou des filtrages différents ou positionnement des nœuds à différents étages de la représentation, ça suivrait un peu le même genre de philosophie. Donc c'est juste une question. C'est tout. Alors la spirale, je suis pas sûr que ce soit exactement. Moi, j'ai pas. Non, ça. Je veux pas lancer un débat. Et d'accord, mais en tout cas, je je retiens l'idée. Elle a l'air super intéressante à explorer. Donc merci beaucoup. Voilà, Super, merci beaucoup encore une fois.